En matière de Batman, il y en a pour tous les goûts. Il y a du classique évidemment, il y a même un Batman jazz évidemment, un Batman métal, donc j'ai envie de dire à quand un Batman tectonique? Ouais, je pense que pour ce Batman-là, on préférera tous le silence. Ceux qui restent jusqu'à la fin des JT Comics le savent, cette semaine, un coffret Batman Metal a gagné. En plus, il n'y a pas besoin de me liker, de me follow, de me donner le droit de vie et de mort sur votre cadavre. Non, ça sera tout simple. J'ai jamais aimé les relations tarifées, alors c'est pas maintenant que je vais me mettre à donner un cadeau contre du like. Je vous explique tout ça un petit peu plus tard, puisqu'ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans le JT Comics et tout de suite, on passe aux news de la semaine. Clash! Oubliez Booba et Karis, oubliez Eminem et Ja Rule, oubliez Nadine Morano contre le reste du monde, les comics aussi sont remplis d'ego, remplis de clash, et cette semaine on commence avec Grant Morrison qui rappelle à nouveau, encore une fois, son désamour pour Watchmen et qui clash un petit peu Alan Moore, et ça se passe dans le magazine Full Bleed, donc qui est publié par IDW via Kickstarter. Et pourtant ça commençait plutôt bien, je le cite, il dit « J'ai lu Watchmen plusieurs fois, les raisons pour lesquelles je détestais ça à 25 ans sont toujours là, mais maintenant j'apprécie un peu plus car je suis plus vieux et j'aime la structure et le caractère absolu de l'œuvre m'impressionne, mais pour ces mêmes raisons, je détestais ça. » Bon, et après ça se complique, il dit « Ça me rendait fou qu'aucun des personnages ne soit autorisé à être plus intelligent que l'auteur. L'homme le plus intelligent du monde est un imbécile, il prépare un plan toute sa vie et il est défait en un éclair à la fin du bouquin. Le psychiatre voit Rorschach pendant 5 minutes. Ce dernier lui raconte une histoire super banale de comment il est devenu justicier et il craque. Si t'es un psychiatre spécialisé dans le milieu carcéral, t'as entendu cette histoire 1 million de fois. À l'école, on m'a appris que la structure est cachée, on ne voit pas la mécanique du scénariste. Dans Watchmen, tu ne peux pas tourner une page sans qu'ils disent « Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi ». D'accord, on a compris mec, tu t'es fait virer à l'école à 16 ans parce que tu dealais des acides. T'es un malin. Il rappelle qu'il était le premier à oser ouvertement à critiquer dans les médias Alan Moore, qu'il était le premier à critiquer aussi Watchmen et que, eh bien, tonton Alan, ça ne lui a pas plu et que lui, Morrison, a son habitude, il a gardé des habitudes de quand il était guitariste dans le groupe The Mixers, eh bien, il a riposté, mais en 100 fois pire. Et c'est là qu'il a dit que Watchmen était l'équivalent en 300 pages d'un poème écrit par un élève de seconde. Et il termine en disant l'excuse bidon que tout mec ou toute meuf sort à son conjoint pour le larguer, il dit que ce sont deux personnes qui sont si rapprochées et en même temps tellement différentes que ça devait se terminer en dispute. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et un clash en amenant un autre, c'est Roy Thomas versus Neil Adams dans ce qui demanderait une relecture consciencieuse de la guerre Chris Skrulls. Neil Adams a fait publier une lettre ouverte sur Bleeding Cool comme ça, où il dit que la seule condition qu'il a imposée à Stan Lee pour venir travailler chez Marvel, c'est que la méthode Marvel soit scrupuleusement et rigoureusement appliquée à l'extrême. Cette méthode, elle a connu son succès, mais elle a fait aussi beaucoup de polémiques, c'est celle selon laquelle eh bien, le dessinateur choisit l'intrigue et fait intervenir un scénariste uniquement pour écrire les dialogues. Stan Lee aurait dit oui, c'est pratique parce que maintenant on peut plus vérifier parce qu'il est mort, et du coup, eh bien, Neil Adams diminue la part de travail et la part de crédit de Roy Thomas en disant qu'il n'a jamais reçu un scénario, une ébauche ou même une note, et donc qu'il est le seul maître en gros et le seul inventeur de la guerre Kree Skrulls. Et il balance aussi au passage que les gens qui sont crédités doivent l'être pour ce qu'ils font et non pas pour ceux qui ne le font pas. Bim, dans ta gueule. Ce à quoi Roy Thomas répond, Neil Adams raconte de la merde. Il explique après plus en détail qu'il ne lui est jamais arrivé à l'époque à d'écrire simplement les dialogues sans contrôler l'histoire. La méthode, c'était que les deux déjeunaient pour définir les lignes directrices de l'histoire, et effectivement, même s'il n'a jamais écrit un script pour Neil Adams, ce dernier n'était simplement pas libre de faire ce qu'il voulait pour autant. Il donne d'ailleurs des points clés de l'intrigue, il dit que c'est lui qui avait introduit le sénateur Craddock dans Avengers numéro 97, et ça c'était avant que Neil Adams intervienne sur le titre, et donc il avait déjà lui en tête d'en faire un élément clé de l'intrigue de la guerre Kree Skrull. Il explique aussi que cette méthode a pu porter quelques désaccords, comme le moment où Ant-Man rentre dans Vision, dit comme ça c'est chelou, qui n'apporte absolument rien à l'intrigue mais qui servait un petit peu à combler des pages. Il regrette aussi que Neil Adams, dont l'ego démesuré est plutôt quelque chose de connu dans le milieu, ait besoin de se tirer la couverture, comme par hasard juste avant la sortie du film Captain Marvel. Après tout, cet homme, avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière, n'a-t-il pas déjà conquis le statut de légende pour qu'il ait besoin de se ridiculiser et essayer de passer pour un dieu? The New Deadpool. Oubliez le mercenaire fracasseur du 4e mur, Marvel a trouvé sa nouvelle égérie en deck, déconnante, décapante, et dès qu'ils peuvent, ils vont la caser pour augmenter les ventes. J'ai nommé évidemment
le Cosmic Ghost Rider né dans les pages de Thanos par Dylan Burnett et Donny Cates, baby. Et après une longue série de teasers dans lesquels Marvel annonçait qu'ils allaient complètement détruire leur histoire, on se demandait par exemple qui avait vraiment sauvé Jean Grey pendant la saga du Phénix Noir, qui avait ramené Spider-Man à la raison après le Spider-Man No More, qui a vraiment donné leur pouvoir aux 4 fantastiques, qui a trouvé Captain America dans le glaçon qui lui servait de cercueil. Et la réponse, c'est le Cosmic Ghost Rider qu'on verra dans une mini-série par Paul Cheer et Nick Giovannetti détruire l'histoire de l'univers Marvel. Et donc on verra, ça pourra permettre de tester s'il est populaire uniquement quand c'est Donny Cates qui l'écrit ou pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si le personnage vous a déjà saoulé, si vous surkiffez ou si vous en tapez les organes reproducteurs. Borderline. Son titre Border Town était parmi l'un des meilleurs du Neo Vertigo. Il allait écrire un Nightwing chez DC Comics. Eric Esquivel a explosé en plein vol avec le témoignage de Cynthia Nogel, donc une artiste qui design des jouets et qui raconte comment il a abusé d'elle et de sa position lorsqu'il était son supérieur dans un magasin de comics. Alors attention, le récit est un petit peu plus complexe et subtil avec une histoire caricaturale de viol dans un parking souterrain. Elle raconte qu'elle était dans une situation complexe, qu'elle venait de se séparer donc de son copain de l'époque. Elle a dû réaménager chez ses parents où il y avait sa grand-mère, il y avait sa sœur enceinte, enfin voilà, une situation familiale à gérer. On lui confie un poste d'assistante qui est très bienvenu dans ce genre de période et donc dans un comic shop où elle est placée sous la supervision d'Eric Esquivel qui a su être un bon ami, être à l'écoute, lui donner des conseils jusqu'au jour où en l'écoutant, eh bien, il lui pose la main sur la hanche un petit peu plus bas et puis il l'embrasse, il lui propose d'aller chez lui pour la pause entre midi et deux, ce qu'elle accepte. Arrivé là-bas, il perd pas une seule seconde, il a des habits cash, il fait face à une femme tremblotante qui répète en boucle qu'elle est nerveuse et ce à quoi il répond tout naturellement par une claque dans la gueule. Bon là c'est mort, elle déconnecte et on comprend qu'il y a eu acte sexuel non consenti et s'il lui a fait quelque chose, c'est certainement pas l'amour. Sauf que le soir même au travail, il ramène sa meuf avec qui il est dans une relation ultra libre apparemment, il essaye de resserrer Cynthia dans la réserve, elle lui dit non, parce que bon, il y a sa meuf à côté, justement, il la prend de force par les poignets, il l'amène voir sa meuf, et sa meuf qui lui dit « tu es belle, mais non », à peine malsain. Bon, la victime part en pleurant, lui il essaye de venir s'excuser après coup, et ça va durer comme ça pendant des semaines où il essaye de coucher avec, et quand il n'a pas ce qu'il veut, eh bien il devient un petit peu complètement exécrable, donc il va lui faire des remarques sur ce qu'elle bouffe, des remarques sur son travail, il va se demander un petit peu comment serrer les élèves qui viennent en stage à la boutique. Et il y a même un soir où elle avait un rencard, donc elle s'est bien habillée et il ne l'a pas laissé sortir du magasin sans lui demander des comptes et elle dit, sans marquer son territoire, comprenez-le comme vous pouvez, en tout cas elle dit que pour elle c'est son souvenir le plus vif d'avoir dit non et que cela ne signifie absolument rien. Malgré tout ils sont restés dans ce qu'elle appelle cette forme d'amitié, c'est très pervers à mon goût, elle a laissé faire quand il lui envoyait des photos de sa tub hors contexte, normal, quand il lui téléphonait et qu'il finissait par se caresser au bout du fil, normal, jusqu'au jour où il s'est vanté qu'il allait rencontrer les parents d'une fille mineure à qui il donnait des cours d'écriture au comic shop. Et là, elle a réalisé à quel point il était toxique, elle a décidé de couper les ponts, elle lui a envoyé une lettre et elle a par la suite publié donc cette note sur son blog. Bon, DC a lancé un code Berganza et après enquête, ils annulent Border Town. Évidemment, Esquivel n'écrira pas non plus pour Nightwing et de toute façon, les équipes créatives n'étaient plus trop chaudes pour bosser avec un pervers, d'autant qu'il y a d'autres témoignages qui sont venus corroborer les faits. Esquivel, qui est scénariste, je vous le rappelle, est sorti du silence et parle évidemment d'une fausse accusation en provenance d'une ancienne partenaire romantique avec qui il a eu une relation non conventionnelle. Il dit qu'il coopérera avec les autorités, mais je me demande s'il n'y a même pas prescription tellement les faits sont vieux et vous l'aurez compris, un combat s'engage, mais ce qu'il faut ressortir selon moi de cette affaire, c'est l'importance de l'éducation et de l'éducation sexuelle. Il faut comprendre que l'on ne fait pas ce qu'on veut avec un être humain et que le non clair, net et précis n'est pas la seule forme de refus du consentement possible, ça serait bien trop facile, c'est ce qui différencie l'être humain de la vaginette. Et un vrai homme ou même une vraie femme doit apprendre à contrôler ces putains de pulsions sexuelles jusqu'à ce qu'elles soient libérées dans un environnement qui convienne absolument à chacun. L'éducation et l'écoute. Peace. Couverture empoisonnée. Mourir en levrette. Ça pourrait être le titre d'une chanson de Souchon
et vous le dites, mais non, hein, c'est le débat de la semaine chez DC Comics, même si c'est un petit peu compliqué cette affaire. Il semblerait que quelqu'un fasse petit à petit leaker, donc fuiter le preview du mois de mars hein, chez DC, et c'est la couverture de Heroes in Crisis numéro 7 par Tom King et Clayman qui crée la polémique. Et c'est comme chez les Gilets jaunes, il y a plusieurs revendications, hein, certains réclament à Tom King de ne pas faire mourir leur personnage préféré, hein, d'autres lui reprochent la position trop sexualisée de l'héroïne sur la couverture, et d'autres, même plus extrêmes, donc lui disent que c'est un peu une apologie de la nécrophilie. Oui, Poison Ivy est censé être en train ou venir de mourir en dessinant, à la Omar m'a tué, un symbole sur le sol qui pourrait aider à capter son agresseur. Et ça crée une espèce de fil hein, dans ce JT, puisqu'on parlait du traitement de la femme dans l'industrie du comics auparavant, et nous parlons maintenant du traitement de la femme dans le comics, et la question centrale que mon prof de philo n'a jamais posée, hein, peut-on mourir en levrette? Bon, de toute façon, Tom King a pris lui-même l'initiative de dire que cette cover avait été fuitée trop tôt, qu'elle n'avait pas été validée par DC Comics et qu'il ne l'aimait pas. Donc qu'elle ne serait pas utilisée, mais à la place on a eu sur le preview officiel une version recolorisée, et c'est rigolo de voir l'importance donc de ce que ça peut apporter à la colorisation, hein, donc les aplats de noir change un petit peu la donne. Le débat s'est très vite cristallisé autour du problème de la sexualisation, et certains voient dans cette annulation donc une preuve que ce sont les social justice warriors qui dominent le monde. Il y a eux et il y a Trump, c'est bien connu. Sauf que nulle part, Tom King explique que c'est pour ça qu'il a annulé cette couverture. Mais ça, pour les détracteurs, ça ne fait qu'accentuer l'aspect secret, mais donc paradoxalement bien évident que c'est évidemment une manœuvre des SWJ. En tout cas, la question se pose, et on imagine mal hein, Batman mourir dans cette position. On a déjà vu la mort donc de Captain America, de Superman, de Spider-Man, de Robin et même de Tante May, et aucun n'est mort comme ça, ils avaient tous les fesses par terre. Alors est-ce que c'est le statut de femme fatale de Poison Ivy qui lui confère l'extrême honneur de mourir le cul tendu et sans le relâchement des sphincters que tout bon étudiant de médecine sait qui se produit à notre mort, hein, malheureusement. Moi, ça m'a surtout rappelé la Poison Ivy de Kevin Smith et de Walter Flanagan, cette histoire, et je pense qu'en termes de dégueulasserie, on ne peut pas faire mieux dans tous les domaines. Cocorico. Et en France, alors on a un beau pays après tout, et ça Frank Miller, Jock et Paul Dini le savent, puisqu'ils seront au festival d'Angoulême fin janvier. Ils seront là pour donner des masterclass et des séances de dédicaces, et ça j'espère que c'est que la première salve d'une annonce donc plus globale avec plein d'auteurs de Batman. J'attends Scott Snyder, j'attends Tom King, j'attends Jim Lee. Il y aura une grande expo consacrée aux 80 ans de la chauve-souris. Mais ici nous avons aussi des éditeurs qui se bougent. Et ce soir j'aimerais vous parler de Comics Initiative, à qui on doit déjà le Kirby Enemy, le Young Romance de Jack Kirby, qui va éditer non pas un, non pas deux, mais trois, et minimum trois œuvres donc de Warren Ellis, publiées initialement chez Avatar Press. L'historique et délirant Crécy, hein, donc le steampunk etheric mechanics, c'est donc le plus fantastique, Frankenstein's Womb. Et ça c'est le minimum, hein. Si les campagnes marchent bien, l'éditeur nous promet des comics exclusifs en VF de Warren Ellis, et moi je mise sur le Do Anything, donc qui est un essai sur l'histoire et sur l'état du comics à travers les yeux donc d'un robot. Un robot Jack Kirby. Ils ont déjà ma contribution assurée, ça c'est sûr. Comics Initiative qui est en folie, hein. Ils font une annonce par jour cette semaine. Lundi, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient éditer hein, donc tout l'intégrale du Women Comics, donc cette espèce de comics underground décapant hein, donc des années 70 par les femmes et pour tout le monde. Et vous le savez, j'aime bien vous donner des scoops, hein, donc préparez-vous, puisqu'aujourd'hui dans la journée, ils vous annonceront qu'ils reprennent les droits sur le Foxboy de Laurent Lefebvre, donc qui quitte Delcourt pour aller chez Comics Initiative, et nouvel éditeur, nouveau format, nouveau départ, et donc pour les aventures de ce comics qui était à la base publié donc sur la Comics Fabrique de Delcourt, hein, les comics à la française. Et puisque chez le Comi on est dans le turfu, un jeudi, ils vont annoncer une créa originale, une nouvelle série de comics qui s'intitule Paria, qui est écrite par Tony Emerio, et donc celui à qui l'on doit le très décalé Sticky Pants, et ça se passera dans un univers un petit peu steampunk, saupoudré donc de super-héros. Pour vendredi, j'ai beau regarder mes boules de cristal, je vois rien, donc il faudra surveiller leur page. Alerte Kevin Smith. Allez, posez tout ce que vous avez dans les mains et dirigez-vous calmement vers l'abri le plus proche. C'est une alerte Kevin Smith, puisqu'on apprend qu'à l'occasion du Detective Comics numéro 1000, eh bien, Kevin Smith s'apprête à réaliser une double page sur Batman dessinée par Jim Lee. Et ne le sous-estimez pas, pauvre fou, hein. Si vous pensiez que la cover du numéro n'était pas assez sacrée, attendez de voir ce qu'il peut désacraliser le Chevalier Noir en 2 pages à peine. Souvenez-vous du Joker et de la vessie de Batman.
C'est la fin de ce JT, hein. Je vous remercie parce qu'en ce moment vous êtes ultra nombreux à le regarder, à commenter, à partager, à mettre des pouces bleus, donc merci beaucoup, ça me touche. N'oubliez pas qu'on est là pour échanger, hein, et pour ça donc il y a les réseaux sociaux, donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube, vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau. Lisez, lisez et lisez, hein, et moi en ce moment je suis full Alan Moore, hein. Le meilleur truc qui sera sorti ce mois-ci en comics, c'est Tom Strong, c'est chez Urban Comics. C'est du pur génie, Alan Moore et donc Chris Sprouse, c'était déjà très bien en VO, hein, c'est fin des années 90, mais alors la VF de Jérémy Manès, la traduction, et de Jean-Marc Lenné est vraiment top. On revisite l'âge d'or, mais à l'Alan Moore et pendant l'âge de bronze, donc c'est kiffant. Je suis en train de lire sa biographie, hein, chez Hachette, dans la collection Hachette Heroes. C'est par Lance Parkin et c'est très bien, j'en suis qu'au début. Hein. Et du coup forcément, hein, ça m'a donné envie de me faire la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et ça tombe bien, Panini la sort en format intégral, donc ça c'est complètement parfait. Et la balade de Halo Jones, donc ça c'est très bien, je pense même que je vais craquer pour l'édition Delirium, qui est déjà en couleur et qui est en grand format. Grâce à Monolith, hein, je me transforme en Papa Noël, même si la barbe n'est pas assez longue, mais que la barbe. Et je vous offre ce coffret Batman Metal qui contient donc les 3 Batman métaux, hein, du coup, parce que j'accorde. C'est en plus avec des variantes cover de Gabriele Dell'Otto, il y a 3 ex-libris donc de Riccardo Federici et une figurine pour jouer au jeu Batman, le jeu de plateau, donc une figurine du Batman qui rit. Ça coûte 99 €, c'est limité à 1500 exemplaires. Et pour le gagner, pas besoin de liker mes pages. Ça, je l'ai jamais aimé, je veux pas forcer à l'abonnement. De toute façon, je vais vous donner un scoop. Non seulement c'est interdit, et en plus, on peut pas vérifier, donc bon. Et je vais vous donner 3 chances de le gagner. Ça va tourner autour du partage et d'une question toute simple. Pourquoi le Batman qui rit? 3 chances, la première donc c'est sur YouTube, hein, donc essayez de partager la vidéo, de toute façon n'ayez crainte, j'ai aucun moyen de le vérifier, donc au pire c'est pas grave, et par contre commentez, et dans les commentaires vous mettez je participe et votre réponse. Sur Twitter, hein, un post qui arrive à environ 7h15 du matin pour être précis, et donc ce post il faudra le retweeter et dessous répondre à cette question, et à midi 05 pour être tout à fait précis sur Facebook, un post qu'il faudra évidemment partager et répondre à la question dans les commentaires. Vous avez jusqu'à mardi 17h pour participer, j'annoncerai les gagnants dans le prochain JT Comics le mercredi 26 décembre. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et ceux qui perdent, ne soyez pas frustrés, hein, puisque mon prochain concours il va taper fort. Je vous fais gagner un magazine encore plus rare, encore plus désiré, encore mieux que Batman Metal. Plus belle la vie magazine. Eh ouais mec.